Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouveau webinaire. On est content de vous retrouver et vous êtes nombreux et ça fait plaisir. Donc je suis Amélie Michel, chargée de l'animation de ce webinaire aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé au webinaire, je suis une tête connue et puis pour les autres, voici ce que je fais. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Anaïs, chargée du numérique chez Azartis. Et on va dérouler ensemble le sujet de la facturation électronique, qui n'est pas forcément toujours simple à entendre et qui peut vous poser un certain nombre de questions. Donc on en est bien conscient. Si il y a d'autres personnes qui arrivent au fur et à mesure, n'hésitez pas à mettre un petit coucou dans le chat et nous dire éventuellement d'où vous venez et ce que vous faites comme profession si vous le souhaitez. Ça va nous permettre aussi de diriger nos exemples pour répondre au plus juste à vos questions. Dans ce chat, on va pas laisser les questions sur la fin, mais on va faire 2 temps de questions parce qu'on sait que le sujet n'est pas simple. Donc, on va dérouler une première partie sur comprendre la réforme sans jargon, une autre partie pour savoir si vous êtes concerné. A priori, non, mais c'est plus compliqué. Et une 3e partie pour que vous puissiez repartir avec une to-do list, des choses à faire claires pour la prochaine session. Donc j'arrête de parler. Je laisse la parole à ma collègue Anaïs pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour tout le monde, je suis Anaïs Mailleux, chargée numérique chez Azartis. Je suis aussi la référente facture électronique, que ce soit pour vous les clients et j'aide au quotidien les équipes comptables qui vous accompagnent et aussi pour le service financier d'Azartis parce que nous aussi, Azartis, on est concernés par cette nouvelle réforme. Donc Anaïs, rentrons vite dans le vif du sujet parce qu'on n'a que 45 minutes ensemble. Donc, si on est profession libérale, on se dit, bon, ça, de toute façon, la facture électronique, ça ne me concerne pas. C'est quelque chose qui concerne seulement les sociétés, les entreprises classiques. Mais c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. En réalité, tout le monde est concerné par la facture électronique. Là-dessus, l'État n'a pas différencié les typologies d'entreprises. Il faut savoir que par contre, la facture électronique, c'est pas qu'un simple PDF qui est envoyé par email ou une facture scannée ou une facture que vous transmettez de main en main propre. La confusion elle commence parce que la facture électronique, à la base, c'est un code informatique. Donc c'est un format de facture qui est structuré, qui est édité dans un logiciel certifié. Et c'est ce code informatique qui va se transmettre via une plateforme agréée. Donc la plateforme agréée, on l'appelle aussi PA. Vous entendrez plus bas dire le mot PA. Et en fait, c'est un peu les tuyaux pour transmettre ce code entre l'entreprise, le client et l'État. Ce qui fait que c'est un peu aussi comme le facteur qui va transmettre le courrier dans votre boîte aux lettres. C'est vraiment la PA, c'est ce qui transmet toute la facture électronique. Et aussi à ça, vous allez voir, on le note du coup sur le diaporama, il y a des nouvelles mentions qui vont être obligatoires dans les factures, comme par exemple, donc là on parle du numéro d'identification, la date de livraison, ça peut être aussi le numéro SIRET, plein de données qui vont devenir obligatoires, et il y en a à peu près 21 qui deviennent obligatoires pour cette réforme. Si peu. Si peu, exactement. Mais vous inquiétez pas, vous verrez que les éditeurs dans vos logiciels, en fait, feront que ces nouvelles mentions obligatoires deviennent des champs obligatoires. Donc, en fait, au moment où vous allez éditer la facture, ça va vous dire, avant de la valider, il manque telle ou telle information pour pouvoir confirmer la facture. Donc, au fil de l'eau, petit à petit, vous mettrez à jour vos fiches clients et vos produits ou articles selon ce que vous avez dans votre logiciel pour que ce soit à jour. Très bien. Bon, ben, un petit peu plus clair, mais je pense qu'on a encore du chemin. Donc, pourquoi cette réforme, Anis? Est-ce que tu... bon, toi, tu es au courant. Moi, j'ai lu aussi des petites choses pour préparer ce webinaire. Je sais que normalement, on aurait dû y être en 2024. Et finalement, on a eu un petit sursis.
C'est une volonté d'abord de l'Europe avant d'être une volonté de l'État français. Donc il y a d'autres pays de l'Union qui y sont déjà, notamment la Belgique. Oui, la Belgique au 1er janvier, ils y sont passés. L'Italie fait partie des premiers depuis 2019, ils y sont passés. L'Allemagne aussi va nous suivre cette année aussi, ils vont s'y mettre aussi. Donc, plusieurs pays sont attaqués sur la facturation électronique. Donc c'est une volonté d'abord de sécuriser les flux de TVA, mais aussi de moderniser les échanges entre les entreprises. C'est ça. Et il faut réussir à anticiper du coup cette arrivée, parce que déjà ça va devenir obligatoire. Donc naturellement, si on n'anticipe pas et qu'on s'y prend au dernier moment, ça peut être compliqué dans la mise en œuvre. Vous le verrez, il y a aussi un impact financier si jamais on ne veut pas mettre la facture électronique, on en parlera à la fin. Aussi parce que l'impact est bien plus large que la compta. En fait, la facture électronique, c'est vraiment la transmission de données de facturation entre le client et l'État. Et nous, en tant que cabinet comptable, on continuera à faire le travail qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est-à-dire à reprendre tous vos écritures comptables pour pouvoir faire vos déclarations de TVA, vos déclarations d'IS si vous en avez, et aussi, par exemple, les révisions pour le bilan, etc. Donc, ce n'est pas juste un nouvel outil, c'est vraiment tout un nouveau process de facturation. Voilà, c'est ça. C'est que beaucoup, selon la taille de vos structures, si vous êtes plusieurs personnes qui facturent, naturellement, il faut revoir le process. Par exemple, chez Azartis, il y a 15 personnes qui font des factures. Et bien, on entame à partir de février une revue de tout le process de facturation pour être prêt. Si par contre, vous êtes plutôt seul ou avec 2 personnes, c'est beaucoup plus rapide à revoir la manière dont on facture directement. Le but quand même, c'est qu'à la fin, on gagne du temps et de la visibilité. Et qu'on évite justement ce mode de panique de dernière minute. Il faut savoir qu'il y a 2 objectifs. Le premier, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Bien évidemment, si l'État est au courant de ce que vous facturez, il sera au courant de à peu près de la TVA qu'on lui doit. Donc le but, c'est de retrouver un peu ses sous. Je vous rappelle que la dette de la France est assez élevée en ce moment. Et aussi, c'est pour mieux comprendre l'activité économique du pays. Vu qu'ils auront accès à peu près à ce qui se passe, les échanges entre entreprises, ils pourront savoir comment le pays se porte de manière économique. Donc voilà. Même si ça a un coût, parce qu'il faut avoir le coût du logiciel, derrière, à terme, on va regagner ce coût parce que ça va fluidifier beaucoup l'échange. Donc là, je vois quand même quelques questions qui passent. On appuiera sur les questions de Séverine et Aurélie un peu plus tard, mais qui est concerné? Là, on a vu que c'était toutes les entreprises françaises, mais donc, pour les professions de santé, c'est pas si simple. Professions de santé, immobilier, formation, enfin, il y a d'autres spécificités, associations dont on en parlait tout à l'heure. Normalement, ils ne sont pas concernés. Mais alors en fait, l'État, ils ont fait très simple. Et concerner toutes les entreprises françaises, il faut que ce soit une entreprise qui est créée en France. Si c'est une entreprise qui est créée en Allemagne, elle n'est pas considérée concernée par la facture électronique française. Il faut qu'elle soit assujettie à TVA redevable et non redevable. Donc ça, c'est un point très important. Okay. Aujourd'hui, on a tendance à dire « je ne paye pas de TVA, donc je suis non assujettie à TVA ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, aujourd'hui, en France, toutes les entreprises sont assujetties à TVA. Celles qui en payent sont redevables, celles qui n'en payent pas sont non redevables. Par exemple, un auto-entrepreneur, une entreprise individuelle, des fois, ils ne vont pas payer de TVA parce qu'ils ne dépassent pas un seuil lié à leur chiffre d'affaires. Et bien, ils sont assujettis à TVA non redevables. Donc, naturellement, ce sont toutes les entreprises françaises qui possèdent un numéro SIRET et qui ne sont pas des associations de but non lucratives qui sont considérées par la facture électronique. Ok. Par exemple, nous, Azartis, on est une association, mais nous sommes assujettis à la TVA redevable. Nous sommes concernés par la facturation électronique. Ok. Donc là, c'est pas encore clair. Oui. Mais on va faire plusieurs allers-retours entre qui est concerné et comment pour aller sur le détail pour que vous compreniez mieux. Donc là, comment ça se passe concrètement? Voilà, en fait, on va parler, il y a beaucoup de mots qui vont arriver. On va parler de e-invoicing. Donc vous verrez dans le petit schéma, c'est les flèches en bleu. Le e-reporting, et ça, c'est les flèches en jaune. Donc le e-invoicing,
C'est je suis un professionnel qui émet une facture dans un logiciel certifié, qui du coup va faire une facture structurée. Et le fournisseur, via sa PA, donc c'est la plateforme agréée, c'est le tuyau qui va relier le fournisseur à l'État, qui est la PPF, la plateforme publique de facturation. Comme ça, il va transmettre à l'État déjà sa facture. L'État sera au courant du coup de la date, qui facture à qui, combien et à quelle date. En même temps, à ce moment-là, la PA du fournisseur va interroger un annuaire central. L'annuaire central référence toutes les entreprises en France qui possèdent un numéro SIRET. Et à côté, il y aura le logiciel de réception. C'est un peu comme les pages jaunes qu'on avait sous notre téléphone il y a quelques années, le téléphone fixe. On avait les pages jaunes pour savoir comment j'appelle ou à quelle adresse j'envoie un courrier. Là, c'est le même principe. La PA va interroger l'annuaire, ce qui fait qu'après, ça va envoyer la facture au client, via sa PA au client. De là, le client, il réceptionne sa facture. S'il est d'accord, le client continue sa vie. S'il n'est pas d'accord, il a jusqu'à 3 mois pour cliquer sur un bouton refuser. Il y a un gros bouton refuser, il clique dessus s'il n'est pas d'accord. Okay. De là, le fournisseur sera au courant. Alors bien sûr, comme je dis souvent, c'est pas parce qu'on clique sur un bouton refuser que ça n'empêche pas de passer un petit coup de téléphone à son fournisseur pour expliquer plus en détail. Et une fois que tout est OK, et bien là, on va parler du coup de e-reporting parce que le client va indiquer dans son logiciel à quelle date il aura payé la facture. Cette information-là retournera vers l'État pour que l'État soit au courant à quelle date on a payé la facture et retournera au fournisseur pour qu'il soit au courant. Tout simplement, c'est pour que si vous êtes en compta de trésorerie, vous êtes du coup assujetti à TVA par rapport à la date de paiement, ça permet en fait à l'État de savoir à peu près grosso modo qui doit quoi à quel moment. Ok, bon, pour les tuyaux, ça fait le tour. Et voilà. Si on reprend la réforme, voir si moi j'ai vraiment bien compris ce que tu viens de nous dire. Donc on a 3 principales entités. Donc l'annuaire ou la plateforme publique de facturation. Donc là, c'est nos pages jaunes. Et c'est en même temps la collecte. C'est ça. Ensuite, on a l'e-invoicing et l'e-reporting qui sont 2 piliers de la réforme. Le cœur de la réforme, donc, c'est l'e-invoicing qui concerne l'émission, la transmission et la réception des factures, sachant que, pour les dates, on va les voir un peu plus tard, mais ça concerne principalement les réceptions en septembre. Voilà, c'est surtout la réception en septembre. Pour les entreprises qui vous concernent, les grosses, elles sont toutes concernées, directement concernées. Et ensuite, on a l'e-reporting, qui est en fait une synthèse de l'activité qui est transmise mensuellement, automatiquement, en instantané même. En instantané à l'administration fiscale. Et ça, on n'a aucune action à faire. En fait, dès que si on est tous équipés d'un logiciel bien certifié PA, n'importe quelle donnée qui vont se mettre à jour sur un montant de TVA, sur une date de paiement, une date de facture, le destinataire, tout ça, en fait, l'État, il va recevoir l'information continuellement. Ok. Donc, je vois plein de questions qui sont dans le chat. Je pense qu'on va y répondre sur la slide suivante et on va aborder quelques cas ensuite et après, on prendra le temps de répondre aussi à vos questions. Alors, on a 5 situations. 5 situations, voilà, pour les professions libérales. Vas-y, alors, donc là, c'est la partie la plus importante. Donc, situation numéro 1, vous êtes un professionnel de santé qui fait une prestation de santé, par exemple un médecin ou un orthophoniste, par exemple. Naturellement, vous allez délivrer cette prestation à un particulier. Jusqu'ici, je ne suis pas au courant qu'on peut délivrer une prestation de santé à un professionnel. Donc, voilà. Naturellement, via vos logiciels de télétransmission, vous allez transmettre à la CPAM les montants qu'il va y avoir eu pour cette prestation. Et des fois, il peut y avoir un reste à charge. Donc, en fait, il faut savoir que si la prestation que vous réalisez fait partie de l'article 261 du Code général des impôts, vous n'êtes pas considéré assujetti pour la facturation électronique. Cependant, s'il y a dépassement d'honoraires, vous devez quand même faire une facture comme vous faites aujourd'hui dans le cadre d'un contrôle fiscal.
parce que vous devez justifier votre activité. C'est juste que sur la partie facturation électronique, l'État n'a pas besoin de savoir si vous faites des dépassements d'honoraires. Mais bien sûr, moi, je vous invite à aller regarder l'article 261 du Code général des impôts. Quand vous le tapez sur Google, sur Internet, vous le retrouvez assez vite. Et là, ça liste vraiment les métiers, les prestations qui sont du coup exonérées de la facturation électronique. Donc, ouf pour certains d'entre vous. Voilà, mais que pour la partie vraiment vente. Émission. Voilà, la partie émission. La partie réception, c'est encore un autre cas. En deuxième point, c'est par exemple un professionnel qui est assujetti du coup à TVA redevable ou non redevable. Donc ça peut très bien être EDF, ça peut être celui à qui vous payez votre loyer si vous avez des locaux. Eh bien lui, il va devoir vous transmettre sa facture par invoicing. Et vous, en tant que client, quand vous recevrez la facture, vous noterez du coup vos dates de paiement et du coup, vous ferez aussi du e-reporting. Donc là, dans ces cas-là, de professionnel à professionnel, il y a des deux. Il y a du invoicing, du e-reporting. Il faut faire le 100% de la réforme. Donc, par exemple, moi, j'ai mon cabinet. Côté patientèle, ça ne change rien. Mais ma facture d'électricité, elle va m'être envoyée par invoicing. Voilà, et on va la recevoir sur le logiciel directement. Okay. Au lieu de la recevoir par mail, on va recevoir la facture dans le logiciel. Et dans le logiciel, vous aurez une petite notification, nouvelle facture arrivée. Dans le cas numéro 3, c'est un professionnel qui va facturer un particulier. Donc là, par exemple, je pense surtout s'il y a des avocats, par exemple, ou des architectes, bien évidemment que l'État ne demande pas aux particuliers de s'équiper d'un logiciel. Donc, ce serait un peu laborieux. Naturellement, à ces particuliers, vous continuerez à envoyer la facture par mail ou remise en main propre. Cependant, le fait de faire la facture dans un logiciel certifié, ça va transmettre quand même les données à l'État pour que l'État soit au courant que tel professionnel a facturé tel particulier avec tant de TVA et a payé à telle date. Et ensuite, les deux situations d'après, c'est si jamais c'est par exemple une association à but non lucratif, qui facture, et bien si elle facture à un professionnel, bien sûr qu'elle ne va pas l'envoyer via l'invoicing parce que tout simplement, elle n'est pas soumise à la facturation électronique. Donc, naturellement, le professionnel, quand il aura la facture, il devra la ressaisir dans son logiciel ou la scanner s'il y en a déjà qui utilisent les applications mobiles pour scanner les factures dans les logiciels comptables directement. Et la cinquième situation, c'est si, par exemple, c'est une association à but non lucratif qui facture un particulier, et bien là, aucun des deux n'est concerné par la facture électronique. Donc, il n'y a ni d'émission, ni de réception, ni d'invoicing, ni d'e-reporting. Donc, il n'y a rien du tout. Donc, on va reprendre des cas d'usage, parce que je vois que vous êtes un peu perdu aussi dans les commentaires. Moi, j'aime bien les cas d'usage. Donc, par exemple, pour les professions médicales. Alors, comment ça se passe? Donc, côté réception de ses achats de ses fournisseurs. Donc, par exemple, si on parle de la facture d'EDF, ça c'est gros. EDF, comme c'est un gros, il vous envoie une facture soit tous les mois, soit tous les trimestres. Et bien, comme vous serez équipé d'un logiciel certifié, vous la recevrez directement dedans. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous aurez jusqu'à 3 mois pour cliquer sur refuser si vous n'êtes pas d'accord avec le montant. Sinon, accord tacite. Sinon, c'est accord tacite, directement. Si jamais vous allez chez Bureau Vallée acheter de la papeterie ou des magazines pour la salle d'attente, je sais pas, j'imagine des choses comme ça, là, les commerçants, eux, ils continueront d'éditer un ticket de caisse. Ce ticket de caisse, vous avez le droit de demander la facture. Si vous demandez une facture, elle vous sera aussi envoyée en invoicing et vous la recevrez directement dans le logiciel certifié. Par contre, si vous ne demandez pas de facture parce que sur le ticket de caisse, il y a la TVA et ça vous suffit, eh bien, ce sera à vous de ressaisir ce ticket de caisse dans votre logiciel. Parce que là, il faudra que vous, en ressaisissant ce ticket ou en le scannant avec une application mobile, eh bien, ça va dire à l'État que vous avez acheté telle chose à Bureau Vallée, que vous avez payé tant de TVA à telle date. Donc, voilà. C'est si votre fournisseur, ce n'est pas un commerçant, vous recevrez tout dans votre logiciel. Si c'est un commerçant, à vous de demander une facture ou de ressaisir le ticket de caisse. Dans tous les cas, il vous faudra un logiciel certifié
et il faudra saisir les dates de paiement dans ce logiciel aussi. Donc, soit vous avez la banque connectée et ça se fait tout seul, soit il faudra de temps en temps prendre votre relevé de banque et aller mettre les dates de paiement de vos différents achats. C'est ça. Pour les professions. Pour les actes. Alors après, pour côté vos actes médicaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vos actes font partie de la liste du code 261 du Code général des impôts, et bien du coup, l'État n'a pas besoin d'avoir accès à ces informations-là. Donc, vous ne faites pas de facture pour l'État, mais vous faites une facture pour justifier de votre activité. Si jamais, par contre, ces actes ne font pas partie de cette liste, il vous faut un logiciel certifié pour faire toutes vos factures, pour justifier votre activité et que l'État soit au courant de ce que vous faites. Même si vous travaillez avec des particuliers, dans votre logiciel, vous allez éditer votre facture et ça va s'envoyer à l'État en e-reporting pour que lui soit au courant que vous avez fait un acte avec tel particulier. Par exemple, je prends l'épilation au laser. Je sais que celle-ci n'est pas considérée elle n'est pas dans l'article 261. Et bien, à chaque épilation laser, il faudra faire une facture que l'État recevra pour avoir accès à tous les montants. Pour répondre juste à une question de Marie-Odile, le logiciel Time que fournit Azertis, il est certifié PA. Voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup d'entre vous, ça fait quelques années qu'Azertis a entrepris de vous mettre sur le logiciel Time. Et justement, si on vous a prescrit ce logiciel depuis des années, c'était pour anticiper l'arrivée de la facture électronique. Plus vous êtes équipé plus vite, plus au moins vous êtes prêt pour quand ça va arriver. Et effectivement, il est certifié, que ce soit côté vente ou côté réception des achats, tout est prêt. Il est prêt pour le lancement. Ensuite. Alors, pardon, profession paramédicale. Alors, trouver une même trame. Alors, il y a une même trame dans le sens qu'il leur faut aussi un logiciel certifié PA. Il n'y a pas le choix. Où ils réceptionneront leur facture de leur fournisseur dedans. Et si jamais, même principe, ils vont chez un commerçant qui lui donne un ticket, il faudra le ressaisir absolument dans ce logiciel. Okay. Et saisir les dates de paiement. Là-dessus, ça ne change pas. Ok. SCI, SCM. Alors oui, effectivement, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais toutes vos SCI et vos SCM, du coup, sont comprises et concernées par la réforme parce que ce sont des entreprises françaises avec un numéro SIRET. Peut-être qu'elles sont assujetties non redevables, mais elles sont concernées quand même. Donc, même principe pour les achats. Très souvent, vous êtes même déjà équipé de Time. Il vous faut un logiciel certifié pour pouvoir réceptionner toutes les factures. Et si, par exemple, vous avez besoin de faire vos quittances de loyer, il vous faut aussi un logiciel certifié. Donc, par exemple, dans Time, il y a une partie vente où vous pouvez faire vos quittances de loyer directement dedans pour envoyer par mail, si c'est un particulier qui loue le bien immobilier, ou si c'est entre vous dans le cabinet, vous avez une SCM et vous refaites une quittance à chaque professionnel qui est présent. Du coup, elles sont environ en e-invoicing vu que ce sont des professionnels. Donc, elles sont environ directement vers la facture électronique. Ok. Et le dernier, il y a d'autres professions libérales que médicales. Oui. Donc, pour, par exemple, avocat, architecte. Voilà. Et bien, tout ça, c'est le même principe que les SCI et SCM, c'est qu'il faut un logiciel pour réceptionner et un logiciel pour émettre ses factures. Là, il n'y a pas le choix. Et les avocats, par contre, et les architectes, s'ils travaillent avec du particulier, bien sûr qu'ils enverront leurs factures par mail, mais il faut qu'ils aient un logiciel certifié pour que toutes les données se transmettent à l'État. En fait, c'est simple. Hein. L'État, il va être au courant de qui facture quoi à qui et à quelle date c'est payé. Et quand, voilà. Donc, du coup, il faut tout saisir dans le logiciel pour que toutes les données s'envoient à l'État à chaque fois. Ok. Bon, alors, le calendrier. On a jusqu'à quand pour se mettre en marche et qu'est-ce que tu nous préconises? Alors, il faut savoir que pour la réception, donc c'est la réception de ces factures de fournisseurs, il faut que tout le monde soit prêt et équipé au 1er septembre 2026. Que ce soit une très grande entreprise de plus de 5000 salariés à l'auto-entrepreneur qui est tout seul. Toutes les entreprises sont concernées. Cependant, pour l'émission, ou pour émettre des factures de vente, c'est au 1er septembre de cette année pour les très grandes entreprises et les moyennes. Donc, c'est plus de 250 salariés.
Oui. Et pour tout ce qui est PME, TPE, micro, auto-entrepreneur, tout ça, ce sera qu'en 1er septembre 2027. Donc pour la partie vente, il y a encore 1 an pour se mettre à jour pour être prêt. Ok. Mais si on est prêt tout de suite, c'est bien. Voilà. Il faut savoir que si on reste dans ce schéma-là avec ces 2 dates, ça veut dire qu'à partir du 1er septembre, on recevrait qu'à peu près que 30% de notre facture directement dans le logiciel. Donc du coup, qu'on aura encore 70% de saisie. Bien sûr, moi, je vous recommande, si jamais vous avez déjà un logiciel qui est déjà prêt à envoyer des factures de vente, eh bien, n'hésitez pas, dès que vous êtes prêt, envoyez-les en invoicing, comme on disait tout à l'heure. N'attendez pas ce 2027 pour le faire. Par exemple, chez nous, à Zartis, normalement, on va commencer à émettre en dématérialisé en facture électronique à partir de novembre 2026. Pardon. En novembre 2026, normalement, vous recevrez plus de mails de nos factures. Elles arriveront directement dans vos logiciels certifiés. Alors, pourquoi novembre? Parce qu'il faut savoir qu'en octobre, c'est la plus grosse facturation d'Azartis et on n'a pas envie de se tester sur la plus grosse facturation. Donc, on attend que la plus grosse passe. Et de là, en fait, en commençant dès novembre, eh ben, nous, ça va nous permettre de pouvoir tester et de nous adapter selon ce qui se passe parce qu'on est obligé qu'en 1er septembre 2027, donc, si on commence et qu'on voit qu'il y a un petit souci, ben on peut faire du rétro-pédalage parce qu'on a 1 an pour se mettre en conformité. Ok. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, on va regarder tout ça. Ouais. J'en ai vu passer pas mal. Alors, on a fait des petits exemples et on a répondu à certaines et certains d'entre vous. Par exemple, si on prend la question de Philippe. Ouais. Il y avait une autre question qui est passée sur les orthophonistes et après les ostéopathes aussi. Alors, Philippe, bonjour. Il semble que les orthophonistes ne soient pas concernés. Bah, ça, c'est le cas numéro 1. Voilà, c'est le cas numéro 1. C'est pour ça, moi, je vous dis, vous allez sur Internet, vous tapez l'article 261 du Code général des impôts. Si orthophoniste fait partie de la liste des professions, du coup, dans cette liste, c'est que vous n'avez pas besoin sur votre partie vente de déclarer votre activité. Par contre, sur votre partie fournisseur, de réception de vos achats, vous êtes obligé d'avoir un logiciel de tout réceptionner et de déclarer ce que vous payez en achat fournisseur. Donc, du côté patientèle, non, mais du côté réception, oui. Voilà, c'est ça. Les ostéopathes, c'est une profession paramédicale et on avait vu que c'est... Alors, il faut regarder dans le code. Il me semble qu'ils sont dans le code 261 du Code général des impôts. Mais là, je vous laisse aller vérifier parce qu'en plus, selon certaines professions, c'est selon certains actes. Donc, moi, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je pense que vous connaissez mieux votre profession que moi. Je ne suis pas ostéopathe. Donc, je vous invite à regarder du coup cet article-là et regarder selon vos actes, qu'est-ce qu'ils disent. Ça se trouve que vous pouvez avoir des actes qui ne sont pas soumis et des actes qui vont être soumis. Donc, il faut faire attention. Alors, autre question. Estelle, dois-je informer mes fournisseurs du logiciel qu'on utilise vers un autre cabinet comptable? Ouais. Donc, ça, vous allez voir. Ah non, pardon. Il y avait 2 questions, excusez-moi. Oui, alors, Time, on peut prendre celle-là. Time peut-il envoyer, recevoir des factures vers un autre cabinet comptable? Oui, il est prêt. Il est prêt depuis au moins 1 an et il vient d'être certifié PA comme tous les logiciels en mois de décembre. Donc là-dessus, il est prêt. Ok, et du coup, j'avais lu la dernière question d'Estelle. Dois-je informer mes fournisseurs du logiciel qu'on utilise ou est-ce automatique? Alors, c'est semi-automatique. C'est que vous allez voir, on va en discuter à la toute fin des dernières étapes, c'est qu'entre janvier et mars, vous allez recevoir un mail de notre part, pour ceux qui ont Time, en vous indiquant qu'il faut vous connecter à l'annuaire central. En vous connectant à l'annuaire central, en fait, c'est via Time, vous avez un petit document à remplir, comme quoi vous déclarez que c'est Time, votre logiciel de réception d'achat. Et si jamais vous n'avez pas Time, eh bien, il faut que vous voyez auprès de vos fournisseurs comment faire la déclaration à l'annuaire. Tiens, on peut faire Karine. Il va donc falloir acheter un logiciel certifié. Alors, si jamais, comme on dit tout à l'heure, Azartis propose des logiciels déjà certifiés,
Mais si jamais il ne correspond pas à votre besoin, vous pouvez, vous, aller chercher vos logiciels qui vous vont. Là-dessus, nous, on vous impose rien. On vous impose rien, on vous laisse faire le choix en bonne et due forme. Mais oui, il faudra un logiciel certifié plateforme agréée. Oui. Ça, c'est un incontournable et je suis désolée. C'est vrai que c'est encore... je travaille en parallèle qui est autre que votre profession, mais oui, ça fait partie de la réforme obligatoire. Moi, je veux bien Pascal avec un E. Je sais pas si c'est en tant qu'agent commercial, travaillant avec des fournisseurs étrangers, je ne suis pas sûre d'être concernée. Alors effectivement, pour ceux qui travaillent à l'étranger, vous êtes à demi concernés. Ça veut dire qu'il vous faut un logiciel certifié pour que quand vous éditez vos factures ou que vous saisissez vos achats, ce soit transmis à l'État. Mais bien évidemment que les professionnels internationaux n'ont pas accès à la facture électronique française, donc vous continuerez quand même à leur envoyer les factures par mail et eux, ils vous enverront leurs factures par mail. Mais vous, vous devez tout ressaisir dans votre logiciel certifié pour que ça s'envoie à l'État. Donc c'est à moitié. Alors, je crois, Dorothée, éventuellement, si... Alors Dorothée qui dit, et si une facture, mais comme on est associé, l'un paye et l'autre lui rembourse la moitié. Alors effectivement, vous êtes beaucoup à avoir des comptes courants entre vous pour vous répartir les charges. Là, vous verrez, j'ai déjà vu avec Audrey Gaudreau-Deveau, qui est la responsable du pôle profession libérale chez Azartis, on va revenir vraiment vers les adhérents qui sont sur ce cas spécifique, car il y a des petites évolutions en plus au niveau de la réglementation. Donc là-dessus, on va revenir vraiment personnellement, un par un. On vous contactera directement dans le début d'année, je pense, dans le premier trimestre, pour vous expliquer comment, quelles sont les différentes options qui se proposent à vous. Il y en a plusieurs. On essaie déjà avec Audrey de limiter pour que ce soit les meilleurs. Et comme ça, on vous proposera directement les meilleurs. Donc, on reviendra vers vous dans le trimestre. Okay, on va arrêter les questions là et on va repartir vers la synthèse et le plan d'action. Donc là, on a parlé de pas mal de mots de vocabulaire qu'on a relistés et qu'on a fait un petit pense-bête pour que vous les ayez toujours pas loin de vous et que vous compreniez vraiment de quoi on parle. Si vous avez le replay aussi, vous avez besoin de regarder ce webinaire. Donc, invoicing. Alors, invoicing, ce sont bien les données de facturation qui seront transmises justement par ces tuyaux magiques, entre guillemets, à l'État et aussi à votre client si c'est un professionnel. Contrairement à l'e-reporting, où là, c'est plus les données de transaction qui sont transmises à l'État parce que vous avez inséré une date de paiement sur une facture ou parce que vous avez dû ressaisir, par exemple, un ticket dans votre logiciel parce que vous avez fait un achat, par exemple, à Bureau Vallée, comme on prend l'exemple tout à l'heure. Et que ce soit du invoicing, du e-reporting, on va s'en servir dans l'émission. Ça veut dire que moi, Anaïs, quand j'émets une facture, soit je peux l'envoyer en invoicing parce que je traite avec un professionnel, soit je fais juste du e-reporting pour transmettre à l'État parce que je travaille avec un particulier, du coup j'envoie la facture au particulier par mail. Et côté réception de ces factures de fournisseurs, et bien même principe, si votre fournisseur est un professionnel, ils vous l'enverront par invoicing la facture. Si ce n'est pas un professionnel ou si vous allez chez un commerçant et que vous n'avez qu'un ticket de caisse, vous allez devoir le ressaisir dans le logiciel et ces données vont s'envoyer en e-reporting à l'État. Et donc du coup, il y a deux acteurs principaux. L'APA qui est la plateforme agréée. Donc ça, ce sont des certifications que si vous regardez sur Internet, en ce moment, il y a beaucoup d'actu sur ça. Et PPF qui est le portail public de facturation, qui est du l'annuaire, qui aussi comporte l'annuaire où dedans est répertorié toutes les entreprises françaises avec quel logiciel de réception ils ont. Ok, bon, malgré tout ce que tu m'as dit, Anaïs, un peu la flemme de m'y mettre. Je comprends, ça fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que je risque ? Alors, si jamais vous ne souhaitez pas être en conformité avec la facture électronique, c'est votre choix. Là-dessus, je ne dérange pas. Cependant, je préfère vous avertir. Déjà, si on ne déclare pas à l'annuaire un logiciel de réception via une PA, on risque 500 € d'amende par mois. Donc, je vous laisse faire le calcul. Vous devez être équipé pour le 1er septembre.
à la fin septembre, naturellement, ceux qui ne sont pas inscrits à l'annuaire, ils risquent de recevoir une amende. Alors, je ne pense pas qu'ils vont le mettre dès le mois de septembre, mais je pense qu'à partir d'octobre, les amendes vont commencer à pleuvoir. Pour tout ce qui est émission des factures de vente, vous risquez jusqu'à 15 € par facture. Donc, si par exemple par mois vous faites 10 factures, vous risquez 150 € par mois. Et par transmission, donc ça c'est les données de e-reporting, vous risquez jusqu'à 250 € par transmission. Donc Amélie, je ne sais pas si tu as une très grosse trésor, mais je crois que ça coûte moins cher de payer un logiciel que de payer les amendes. Oui, tout à fait. Bon, là, c'est vrai que c'est un gros morceau que l'État impose aux entreprises. Et moi, j'aimerais bien que les gens qui assistent à ce webinaire, ils puissent repartir déjà avec un plan d'action. Où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi la prochaine étape. Donc, comment on fait pour se préparer? C'est quoi la suite? Eh bien, la première question, c'est déjà est-ce que tu es prête à recevoir? C'est-à-dire, la question, c'est est-ce que tu as un logiciel qui te permet de gérer des achats et qu'en plus, il est certifié plateforme agréée? Si c'est oui, on est sur la bonne voie. Si c'est non, eh bien, il va falloir commencer à chercher un logiciel. Donc, soit vous contactez votre conseiller Azartis et il peut vous recommander, soit vous cherchez un logiciel que vous avez envie, vous. Et si jamais vous êtes prêt à recevoir, il va falloir faire la fameuse inscription à l'annuaire central. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour tous ceux qu'on time, on vous enverra un mail et on vous guidera. Et on vous guidera entre janvier et mars. On le fait par vague parce que, en fait, c'est moi qui vous aide derrière. Et si tous les clients m'appellent en même temps, ce serait un peu dur. Donc, on le fait par vague, petit à petit. Et si jamais vous avez votre propre logiciel à vous, eh bien, ce sera à vous de contacter votre éditeur, car nous, on ne peut pas contacter votre éditeur pour vous, qui, lui, va vous certifier si oui ou non il est PA et vous indiquer la procédure pour vous inscrire à l'annuaire. Ça, c'est la première étape. Et bien sûr, on n'attend pas septembre. Non. L'objectif chez Azartis, vous verrez, je risque de vous contacter si jamais vous ne le faites pas. Mon objectif, c'est qu'au 30 avril, tous les clients d'Azartis soient inscrits à l'annuaire central. Okay. Donc voilà, là, il y a 4 mois où on va rabâcher comment s'inscrire. Donc, on peut se rapprocher de son conseiller si on a des questions, mais on va mettre en place un adresse mail spécifique où vous pourrez poser vos questions aussi dédiées. Tout à l'heure. Ouais. Donc, je vérifie que mes factures sont propres. Ça, c'est la deuxième grosse étape. Voilà, comme on disait, il y a des nouveaux champs obligatoires. Donc, par exemple, je pense surtout aux architectes, aux avocats, toutes les CIL et CM. Au fil de l'eau, il va falloir repasser sur vos fiches clients pour être sûr que tous les champs soient remplis, pour que quand vous ferez vos factures, ce soit plus fluide directement. Donc, on anticipe un petit rétro-planning. Voilà, donc le but, c'est d'être prêt au 1er septembre pour recevoir. Comme j'ai dit, la partie émission, c'est le 1er septembre 2027, donc on a encore 1 an et demi pour voir et en parler. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est vraiment réceptionner vos factures fournisseurs. C'est vraiment le plus important. Donc, on se renseigne. Aussi, on va avoir pas mal d'actualités dans nos newsletters. Certains, peut-être, la reçoivent dans les spams. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à regarder vos spams. Très souvent, là, on l'envoie la dernière semaine de chaque mois. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder parce que dessus, il y aura beaucoup d'articles sur des sujets précis. La facturation électronique, on ne va pas faire qu'un webinaire. On ne vous laisse pas sur le bord du chemin. On vous accompagne vraiment pour cette mise en place qui est lourde et on sait et qui ne sera pas simple. Mais on va faire en sorte que ça le soit pour vous. Donc, pour retenir l'essentiel, je m'informe, je m'appuie sur Azartis et puis j'anticipe sans stress. On va reprendre des questions. Alors moi j'en ai vu une, mais je ne sais pas si elle est dans ce qu'on a relevé. Mais après je peux la dire à l'oral. Il y en a qui disaient que c'était compliqué à lire le code 261 du Code général des impôts. Ouais. Alors comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, ça c'est l'émission. Et c'est que le 1er septembre 2027. Donc, pour le moment, on aura le temps de lister tous les cas particuliers de ce Code général des impôts. Le plus important pour vous aujourd'hui, c'est d'être prêt pour recevoir vos factures fournisseurs. Donc, ne vous inquiétez pas si le Code général des impôts est trop compliqué à comprendre. On reviendra vers vous
dans les 1 an et demi qui vont arriver. Pour le moment, on se concentre vraiment sur la réception des factures, c'est le plus important. Étape par étape. Ouais. Ensuite. La question de Karine. Si jamais vous travaillez avec du public et que vous envoyez vos factures sur Chorus, Chorus va être relié à toute la facturation électronique. Donc vous, si vous êtes équipé de vos logiciels certifiés PA, quand vous allez envoyer la facture, ça va s'envoyer directement sur Chorus pour l'organisme public. C'est une bonne nouvelle. Justement, les maires, ils ont une réunion en novembre où l'État leur a demandé d'équiper toutes les mairies de logiciels certifiés PA. Donc tout le monde y passe. Hein. Ah, tout le monde y passe, même les mairies, les préfectures, les régions, tout le monde y passe. Et comment on saura, la question de Florence, par exemple, comment on saura qu'une facture est arrivée? Alors, selon votre logiciel, selon comment il est construit, par exemple, Time, je sais qu'il fait des petites notifications. Vous avez la rubrique à faire. Vous avez un mail tous les lundis là, qui vous dit ce que vous avez à faire. Et tout simplement, quand vous... cette réforme aussi va un peu vous obliger à regarder plus régulièrement votre logiciel, parce que vous regardez vos mails peut-être tous les jours, mais pas votre logiciel. Même principe, vous allez peut-être le regarder plus régulièrement pour voir ce qui tombe et vérifier que la facture qui est tombée, c'est bien une facture que vous devez payer et que ça vous concerne bien vous. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez un bouton « Refuser » pour refuser la facture. On peut faire la question de Virginie. Si je facture un produit à un patient et que celui-ci n'a pas de logiciel certifié, comment faire? Alors, pour moi, un patient, c'est nous, un particulier. Donc, naturellement, les particuliers n'auront pas de logiciel. Donc, naturellement, à ces personnes-là, vous aurez quand même, vous, votre logiciel certifié pour éditer votre facture, qui, elles, s'enverront pour l'État. Et à votre patient, soit vous lui transmettez en main propre, soit vous continuez à lui envoyer par mail. Là-dessus, c'est toujours possible. Ok. Je vois la question de Anne. Pratiquement parlant, quel changement pour l'utilisation de Time? Time, eh ben, à part le fait que vous serez plus souvent dessus, parce qu'au lieu de recevoir un mail de votre facture, vous allez aller sur Time pour voir les factures que vous refusez, que vous réceptionnez. Il n'y a pas de gros changement, à part ce petit bouton refuser, si vous n'êtes pas d'accord. Sinon, si jamais vous avez toujours un ticket, vous pouvez toujours utiliser l'application Time pour le scanner, pour qu'il se rentre dans le logiciel. Donc, il n'y a pas grand changement. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est le fait qu'Azertis vous est équipé depuis quelques années. Ça permet justement d'avoir anticipé l'utilisation. La question d'Ena, peut-être qu'on va prendre la dernière question et puis je vous ferai une synthèse après de ce dont on a parlé. Donc, je suis orthophoniste et à côté, j'ai une SCI à titre privé. Ai-je besoin d'un logiciel ou de 2 logiciels? Et bien, malheureusement, il faudra 2 logiciels parce que c'est un logiciel par entreprise. Parce qu'il y a 2 numéros SIRET et naturellement aussi derrière nous, on va faire 2 bilans. Donc, ça veut dire que quand on va voir aussi les données, il ne faut pas que toutes les données soient mélangées. Même l'État, lui, ne veut pas que toutes les données soient mélangées pour 2 entreprises. C'est les données de tel numéro SIRET et telle donnée de numéro SIRET. Très bien. Il y a encore pas mal de questions, mais moi, je ne veux pas trop déborder sur votre pause déjeuner. Donc, la facture électronique, c'est dans 8 mois. C'est ça. Pas tout de suite, mais en même temps, ça approche très vite. Il faut savoir que n'hésitez pas à contacter votre conseiller si vous avez des questions. Pour la simple et bonne raison que vous savez que la période fiscale va commencer. Donc, très souvent, nos équipes sont un peu prises pour réaliser le plus de bilans possible en temps imparti. Et c'est surtout qu'une fois que la période fiscale est terminée, quelques mois après, c'est l'été. Donc, naturellement, il y en a qui sont en congé. Donc, on essaie d'anticiper quand même ces fameux 8 mois qui restent parce qu'il ne se fait pas si long que ça. Alors, pour résumer ce dont on a parlé, la facturation avant et bientôt. Donc, la facture envoyée par PDF, ce n'est pas la facturation électronique. C'est vraiment la plateforme agréée. On va passer par un seul format maintenant. C'est ça. Et que pourra lire aussi les robots, on va dire, de l'État, mais qu'il y aura une version image que nous, on pourra lire. Côté pile, nous, on voit toujours PDF, et côté face, c'est le fameux code informatique qu'on vous disait.
On n'envoie plus directement, mais il y a l'intermédiaire de la plateforme électronique, et c'est eux qui communiquent entre eux. Plus de saisie manuelle, mais il y a beaucoup d'automatisation. Voilà, c'est ça. Moins d'erreurs de TVA, et puis meilleure visibilité de votre trésorerie. Alors ça, c'est le petit plus quand même. Il y a beaucoup d'inconvénients, mais ça, c'est quand même un plus. Et ça permet aussi de cadrer pas mal de process au niveau de sa compta et son organisation, paiement financier, tout ce qui est trésor. Voilà. Alors, quand je vois les commentaires, je comprends que certains soient un peu dégoûtés, fâchés, pas contents, etc. Là, nous, Azartis, on n'y peut pour rien. C'est vraiment une loi au niveau de l'Europe, il faut savoir. Et le but, c'est de faire aussi évoluer les entreprises. Il y a des choses où il y a quelques années en arrière, on n'aimait pas et aujourd'hui, on ne s'en passerait pas. Donc peut-être que le but, c'est justement à terme, dans 5 ou 10 ans, on en voit les bénéfices de cette facturation électronique. Et il y a juste quand même, alors je ne sais plus le nom de la personne, c'était Pascaline qui disait tout ce qui est CESAD, CMPP, EHPAD, comment ça se passe. Alors moi je suis désolée, CESAD et CMPP, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, les EHPAD, c'est le même principe, c'est une entreprise française, donc ils sont concernés. Justement, si on met la dernière slide, on vous transmet un email facturationélectronique@azartis.com où on vous invite à transmettre toutes vos questions sur vos cas particuliers bien à vous. Et c'est moi derrière qui prendrai le temps de vous répondre avec votre conseiller pour qu'on vous apporte le meilleur conseil au monde. Et la réponse qui est vraiment la plus adaptée à votre cas de figure, parce que ici c'est un webinaire, donc c'est vrai qu'on ne peut pas aller vraiment trop dans les détails, mais comme vous disiez, on va vous accompagner, on ne vous laisse pas seul. On est vraiment un partenaire pour vous et pour que ça se passe au mieux pour vous. Donc, vous pouvez vous appuyer sur nous pour le passage de cette réforme. Voilà, si ça peut vous rassurer, moi, ça fait 2 ans que je travaille sur cette réforme, donc je commence à connaître pas mal de choses. Tout à l'heure, il y avait des gens qui disaient ah, mais dans le code 261 des impôts, c'est incompréhensible. Eh bien, envoyez-moi un mail, dites-moi votre profession. Mettez bien aussi, par contre, votre numéro client pour que je vous retrouve assez facilement. Et comme ça, je pourrais vous répondre et vous conseiller au maximum. Ok, on va un peu déborder. Je sais que c'était assez dense comme sujet et vous pourrez avoir le replay qui arrivera par email juste après la fin de cette session. On vous remercie, vous avez été très nombreux à nous suivre et vous avez posé énormément de questions. On vous dit à bientôt et on espère vous revoir ici ou au téléphone ou par email bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous, au revoir et bon appétit.